par mois pour chaque mois de août à décembre 1914 contre 29 000 rythmes mensuels pour l'année 1915. Or, c'est l'année 1915 qui va être la plus meurtrière sur l'ensemble de l'année, je dis bien, puisque octobre, beaucoup plus de pertes mensuelles, mais, pardonnez-moi, 1914, beaucoup plus de pertes mensuelles, mais ça n'a duré que sur un temps beaucoup plus court, puisque l'engagement a commencé au mois d'août. Alors, à la mi-septembre 1914, oui, je tiendrai le délai, je pense. Donc, à la mi-septembre 1914, lorsque les armées s'apprêtent à s'enterrer dans les tranchées, le haut commandement militaire n'abandonne pas pour autant l'espoir de percer le front ennemi. Un seul fait intéressant, le 30 septembre, le 63e de Limoges, baïonnette à la main, doit se lancer à l'assaut de la ferme des Marquises. Eh bien, il lui en coûtera 565 hommes. Un seul engagement, 565 pertes et disparus. Dans ce contexte de pertes massives, où le commandement militaire a failli, la bataille de la Marne elle a été gagnée, mais ça a été difficile, et au dernier moment, et la Marne, c'est pas très loin de Paris, donc le commandement militaire n'a pas été au top, on dirait aujourd'hui, les jeunes et les élèves, ce qui entraînera des limogeages. Donc des limogeages, fin août 1914, c'est à ce moment-là où le terme apparaît, à savoir que vont être assignés à résidence militaire à Limoges, dans la bonne cité de Limoges, quelques 130, un petit peu plus, 140 officiers, qui sont donc des officiers supérieurs, qui ont été jugés inaptes, militairement parlant, cela va de soi, par le généralissime Joffre. Donc l'armée ne tolère aucun manquement à la discipline parmi également donc, les hommes du rang. Et on peut dire que la justice militaire, on a vu malheureusement un très bel exemple tout à l'heure, la justice militaire, par peur de contagion, n'hésite pas à avoir recours à la peine capitale. Il s'agit de faire des exemples, on est en 1914, des exemples à un moment où les armées françaises n'ont pas encore obtenu les résultats escomptés. Rappelons-nous l'ordre du jour de Joffre, du 5 septembre de cette année 14, qui a bien préparé le terrain, si je peux employer cette expression-là. Aucune défaillance ne peut être tolérée. Bien, le Limousin n'a pas été épargné. 12 décembre 1914, 16h30, Port Fontenoy, dans le département de l'Aisne. Léonard Leymarie, qui était un soldat de deuxième classe à la 19e compagnie du 305e régiment d'infanterie de Rion, qui était né à Seillac, en Corrèze, le 2 juillet 1980. Léonard Leymarie tombe sous les balles d'un piquet de son unité face aux troupes assemblées en armes, ainsi que le veut la prescription rituelle de 1909, le règlement militaire 1909. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Léonard? Quelques heures auparavant, le Conseil de guerre, et non pas la justice militaire, comme le tribunal militaire, comme cela a été mis en film, donc le Conseil de guerre de la 69e division d'infanterie, l'a condamné à mort à l'unanimité de ses 5 juges militaires. L'intervention de son défenseur, qui était un maréchal des logis, qui s'appelait Guillaume, ce n'était pas son prénom, mais son patronyme, qui était du 14e Dragon, qui, dans le civil, était avocat au barreau de Clermont-Ferrand. Son intervention a été inopérante, pas de recours en grâce. Une fois que la condamnation a été faite, pas de recours en révision. Donc, il a été effectivement exécuté. Qu'est-ce qu'il avait fait? Le 17 novembre, donc regardez, il y avait 3 semaines, le 17 novembre, aux environs de 20 degrés, le paysan de Seillac, qui était père de 2 très jeunes enfants, a été accusé d'avoir abandonné son poste en présence de l'ennemi. En d'autres termes, aux yeux des militaires, Léonard Leymarie s'est volontairement blessé à la main gauche afin d'échapper, une bonne fois pour toutes, à la suite des combats en 1914. Et sur la foi d'un rapport médical, le rapport médical établi par un médecin major,
qui sans doute n'avait pas la même humanité que le professeur Labrousse que l'on a vu là dans le film, ce médecin militaire a suspecté une présomption de mutilation volontaire et en conséquence la procédure disciplinaire a été enclenchée. Et celui qui, eu égard à son âge, je vous rappelle qu'il était né donc en 1880, qui avait été rappelé un petit peu plus tard par décret de mobilisation générale, le 12 août 1914, il eut beau clamer son innocence, on sait ce qu'il en advint, et juste avant d'être amené devant le poteau d'exécution sur le terrain de son supplice, à la nuit tombante, sur le bord de l'Aisne qui était gelé, je vous rappelle qu'on est le 12 décembre, on va lui accorder une ultime faveur, une lettre. Et le soldat Lee-Marie, qui sans doute parlait mieux le patois que la langue de ses juges, il s'est attablé pour laisser une trace écrite de son innocence. Là, il a fallu projeter, parce qu'avec l'orthographe et la syntaxe, c'est assez intéressant. Voilà ce qu'il dit. Le Conseil de guerre me condamne à la peine de mort pour mutilation volontaire et je déclare formellement que je suis innocent. Je suis blessé ou par ma mitraille ennemie ou par mon fusil, comme l'exige le major, mais accidentellement, mais non volontairement, et je jure que je suis innocent, et je répète que je suis innocent. Je prouverai que j'ai fait mon devoir et que j'ai servi avec amour et fidélité, et je n'ai jamais faibli à mon devoir, et je jure devant Dieu, ça se tient, que je suis innocent. Le corps de Léonard Lee-Marie fut inhumé au cimetière militaire d'Ambleny, dans l'Aisne, et je ne suis pas cynique, c'est la réalité. Conformément à l'article 139 du Code de justice militaire, la somme de 12 francs, correspondant aux frais fixes de procédure devant le Conseil de guerre, fut recouvrée par les préposés de l'administration de l'enregistrement des domaines sur les biens présents et éventuellement, la procédure disait, et à venir du condamné. Voilà. Alors, j'ai connu, c'est le hasard qui a voulu ça, la vie est parfois bizarre, j'ai connu le petit-fils de Léonard Lee-Marie, qui a été mon collègue pendant pas très longtemps, puisque quand je suis arrivé au lycée Cavani-Saint-Brive, lui était proche de la retraite, donc l'un de ses descendants donc, était mon collègue. Je disais que l'un des enfants, des petits-enfants, pardon, de Léonard Lee-Marie, a été mon collègue au lycée, donc il était professeur de sciences physiques. Voilà. Et il n'aimait pas que l'on évoque ceci. On peut comprendre. Si le maire de Fontenoy a fait ériger en 1994 une stèle à la mémoire de Léonard Lee-Marie et de l'un de ses autres camarades d'infortune, dont peut-être vous avez entendu parler, qu'il se prénommait Lucien, c'était Lucien Berceau, qui lui a été fusillé pour avoir refusé de revêtir un pantalon qui était souillé tout simplement parce qu'il avait été retiré sur un cadavre. Eh bien, ça a été considéré comme désobéissance, et lui aussi, il a fait partie de ceux qui se sont retrouvés en même temps aux côtés de Léonard Lee-Marie, qui avait refusé de revêtir ce pantalon, Corrèze, pour que le nom de Léonard Lee-Marie soit enfin ajouté sur le monument aux morts de Seillac, qui avait été édifié en 1924. Convient de rappeler aussi que Léonard Lee-Marie ne fut pas le seul soldat corrézien fusillé pour l'exemple. Il y en a 4 autres, donc ça en fait 5. En Haute-Vienne, il y en a 7. En Creuse, je n'ai pas en tête, mais il y en a au moins, j'en connais au moins 2, donc, et mon chiffre n'est pas le bon, donc il y en a au-delà. Regardez, ça fait plus de la douzaine, largement plus de la douzaine, ça approche donc la vingtaine. Sans avoir été confrontés, et heureusement, au Conseil de guerre, bien d'autres soldats limousins eurent à connaître le comportement que je qualifierais de tout aussi inique de ceux qu'ils appelaient les galonnés. Ces officiers supérieurs, ces généraux pour lesquels le matériau humain ne comptait guère. Ainsi, le général Robert Nivelle, né à Tulle, et dont le nom reste attaché, reprenons le terme de la conférence, à la boucherie héroïque, donc du chemin des dames. C'était qui Nivelle? Il a Tulle, certes, mais c'était
militaire qui avait réussi avant le chemin des dames. Il a été le principal artisan de la victoire de Verdun. Donc on a tendance à considérer que Verdun c'est Pétain, c'est vrai, mais Pétain était le supérieur, donc il supervisait en sa qualité de général les militaires, les généraux qui étaient à la tête ou aux côtés de leurs armées et qui ont remporté donc la bataille de Verdun. Il y avait notamment Nivelle, il y avait également Mangin. Donc cet homme-là, c'est le principal artisan de la victoire de Verdun. Il a repris aux Allemands en octobre 1916 le fort de Douaumont. Et fin 1916, la tactique de militaire de Joffre, le généralissime, du grignotage, c'est-à-dire essayer de grignoter du terrain, elle a fait long feu, et on décide, c'est l'état-major et surtout le pouvoir politique, décide que Joffre a fait son travail. C'est un travail qui a été insuffisant. Le front reste quasiment statique, et Nivelle, le vainqueur ou l'un des vainqueurs de Verdun, donc Robert Nivelle, réussit, il y avait de l'entre-gens, on va voir pourquoi, il réussit à convaincre, on va dire qu'il a fait du lobbying, mais ça serait excessif, mais c'est un petit peu cette idée, il a réussi donc à convaincre l'état-major et les politiques, ne les oublions pas, en développant sa théorie de l'esprit offensif. C'est l'idée qu'il développe, exit le grignotage, l'esprit offensif, si vous me faites confiance, moi je vais vous emporter. Donc le front, Jean va réussir à percer le front. En effet, pour lui, le salut de la France et celui de ses alliés britanniques passe désormais par une percée brutale du front. Percée brutale du front, grâce à l'action de l'artillerie qui doit être relayée par les attaques des fantassins, il faut provoquer la rupture du front, pas n'importe où, rupture du front, où cela, du front allemand, au chemin des dames. Et il dit, si vous me donnez les moyens, 48 heures. En 48 heures, il va y avoir donc la rupture. Et le point qui est choisi par Nivelle, c'est donc ce chemin des dames, c'est une ligne de crête dans un triangle entre Soissons, Laon et Reims, et cette ligne de crête, elle serpente entre les rivières Aisne et Ailette. Le plan de Nivelle, qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit une offensive de soutien britannique dans le secteur d'Arras, plus à l'ouest, pour fixer les troupes ennemies. Donc les Britanniques attaquent à l'ouest, les Allemands vont essayer de contenir ça, et nous, on va attaquer à l'endroit prévu, c'est-à-dire ce fameux chemin des dames. Il a obtenu de Lloyd George, qui est le premier ministre britannique, il a obtenu quoi donc? Il a obtenu d'avoir sous son commandement, mais pendant la seule durée de l'opération, les troupes britanniques. Il faut dire que Nivelle était marié avec une Britannique, une Anglaise, et qu'il maîtrisait parfaitement la langue de Shakespeare. Ceci facilitant cela. Alors, 16 avril 1917, 6 heures du matin, l'ordre est donné par Nivelle d'attaquer et de s'emparer du chemin des dames. Tout espoir de victoire repose avant tout sur l'effet de surprise, on est bien d'accord. Ce qui est fâcheux, c'est que le commandement allemand est informé, à ce moment-là, de l'attaque. Donc ils sont prêts. Ce qui est fâcheux, c'est que les conditions météorologiques sont désastreuses. Pluie battante, bourrasque de neige par moments. Malgré cela, donc les avions n'ont pas pu, donc les avions qui étaient chargés de faire l'observation n'ont pas pu décoller la veille pour mieux repérer. Il n'empêche, Nivelle a décidé, et ça sera le 16 avril à 6h du matin, et effectivement, ça sera le 16 avril à 6h du matin. Les hommes sont réveillés c'est prévu pour 3h, c'est prévu pour 6h, sont réveillés à 3h du matin. Donc, réveil à 3h du matin, donc, et dès que l'attaque va être lancée, ils vont tomber sous le feu d'innombrables mitrailleuses qui étaient cachées à l'intérieur de casemates, qui avaient été bétonnées par les Allemands, et que bien évidemment, les Français, dont les Français ignoraient l'existence. Et là, ça va être la boucherie, effectivement, la boucherie héroïque. Donc on attaque à 6 heures. Il faut courir, attaquer, donc le versant. À l'intérieur du flanc du versant, il y a, à l'intérieur du versant, sur le flanc,
il y a donc ces casemates, ces mitrailleuses qui, bien évidemment, jouent pleinement leur rôle. Avant midi, 6500 morts parmi les Français. De 6h à midi, 6500 morts pour aucune possession de la moindre parcelle de terrain. 6500. Donc, à partir de ce moment-là, c'est mal engagé. Et malgré, dans le reste de la journée, quelques modestes prises de terrain sur le plateau de Craonne, qui va devenir célèbre, vous le savez, par une chanson, l'offensive se poursuit. C'est-à-dire que Nivelle s'entête, et moi je dirais que non seulement il s'entête, mais il s'enferre. Et quand elle va cesser définitivement l'attaque, il va y avoir des pauses, et puis on va repartir. Je vous rappelle que c'était 48 heures. Bien, lorsque l'attaque va se terminer le 9 mai, le bilan est accablant pour le généralissime, puisque l'armée française a perdu la moitié de